Les sables d'Égypte cachent des secrets. Nous le disons si souvent que cette phrase est devenue un fond, un bruit blanc. Nous sommes habitués aux découvertes. Tombeaux, momies, éclats, or. Nous sommes habitués à ce que l'Égypte soit un musée du passé figé dans l'ambre du temps. Nous venons, regardons, photographions et repartons convaincus d'avoir tout compris. Le plateau de Saqqara, le berceau de la civilisation, le plus ancien méga-nécropole de la planète, l'endroit où l'idée même de la pyramide a été gravée dans la pierre pour la première fois. Nous pensions que Saqqara était un livre déjà lu. Nous l'avons étudié pendant 200 ans. Voici la pyramide à degrés de Djoser, le premier monument monumental en pierre au monde. Voici les chambres funéraires avec leurs carreaux en faïence bleue. Voici le Sérapéum, un labyrinthe souterrain sinistre avec des sarcophages en granit géant pour les taureaux sacrés Apis. Des sarcophages pesant 70 tonnes taillés avec une précision impossible. Nous avons débattu de la façon dont ils ont été transportés là, mais finalement, nous avons haussé les épaules. Des ingénieurs anciens. Nous avons tout cartographié. Nous avons tout catalogué. Nous pensions que le plateau nous avait donné tout ce qu'il pouvait. Mais le désert attendait simplement. Il attendait que nous cessions de creuser avec des pelles et que nous commencions à écouter. Il attendait que nous ayons des outils capables de voir à travers la pierre, de voir à travers l'illusion du temps. Et ce que nous avons vu il y a quelques mois change à jamais la donne. Cette découverte n'ajoute pas simplement un nouveau chapitre à l'histoire de l'Égypte, elle arrache les pages précédentes. Elle nous fait douter de ce que nous savions sur le début de cette histoire. Juste sous Saqqara, une structure, un tunnel a été découvert et il ne devait pas être là. Ce que nous avons trouvé à l'intérieur ne devait exister nulle part sur Terre avant que nous ne passions à la partie principale. Nous aimerions vous demander un petit soutien, un like et un abonnement serait la meilleure reconnaissance, merci. Tout a commencé non pas avec une pelle mais avec un signal. Un travail de routine effectué tous les quelques années. Un groupe de géophysiciens de l'Université du Caire et leurs collègues d'Italie ont réalisé une nouvelle scanographie du plateau. Ils ont utilisé un géoradar de dernière génération. GPR, une technologie capable d'envoyer des impulsions à basse fréquence dans la bande L, à des dizaines de mètres dans le sous-sol rocheux. Ils ne cherchaient pas des tombes, ils cartographiaient la géologie. Ils cherchaient des cavités karstiques et des fissures dans le calcaire éocène pour assurer la préservation des anciennes structures. C'était un travail de conservation. L'opérateur du radar, un vétéran de 20 ans d'expérience, surveillait la ligne scintillante sur l'écran, le radarogramme. Il voyait tout. Tombe, fondation. Il connaissait cette écriture des roches comme sa propre main. Mais soudain, il s'est figé. Signal. Réflexion. C'était anormal, trop lisse, trop net. L'ordinateur a dessiné une coupe temporelle, une parabole parfaite. Cela signifiait un objet avec des contours nets. Il venait d'une profondeur de 40 mètres. C'est important. 40 mètres, c'est bien plus profond que la plupart des constructions connues du royaume ancien, plus profond que le Sérapéum lui-même, plus profond que le fond du Nil dans cette région. C'est presque au niveau des eaux souterraines, mais ce n'était pas une chambre. C'était une ligne parfaitement droite s'étendant sur des centaines de mètres vers le nord, juste sous les structures les plus lourdes. Un modèle informatique construit en une nuit a montré une anomalie. C'était un tunnel d'un diamètre d'environ 3 mètres, mais il ne ressemblait pas aux autres tunnels. Les murs, ils reflétaient le signal presque parfaitement, trop parfaitement. Le coefficient de réflexion était celui du métal, ou de l'argile humide, mais la géologie disait qu'il y avait du calcaire sec. C'était la première contradiction, la première pensée, une erreur de l'appareil, une défaillance, un phénomène atmosphérique. L'équipe a tout vérifié. Ils ont amené un autre GPR. Le résultat était le même. Alors ils ont sorti la grosse artillerie. Une équipe de sismologues a commencé à tapoter le plateau. Méthode de tomographie sismique. Ils provoquaient de mini-tremblements de terre et observaient comment les ondes traversaient les couches. Et les ondes contournaient quelque chose de parfaitement rond à 40 mètres de profondeur. Enfin, ils ont utilisé un magnétomètre. Il n'a rien montré. Absence totale d'anomalies magnétiques. Cela a exclu le fer, mais cela a aussi exclu le vide. C'était autre chose, quelque chose qui conduit parfaitement les ondes radar, bloque les ondes sismiques et n'a pas de champ magnétique. Une telle combinaison ne devrait pas exister. C'était une impossibilité physique, mais elle était là parfaitement droite. S'étendant sur 1 kilomètre, la nouvelle a été immédiatement classée. Pas seulement classée, elle a été mise dans la catégorie de la sécurité nationale. Le ministère des Antiquités égyptiennes a bouclé la zone.
La version officielle était celle de travaux de restauration planifiés. Menace d'effondrement dans le Sérapéum, les touristes ont été détournés. Mais en coulisses, une panique silencieuse régnait. Qu'est-ce que c'était? Un ancien canal pour les eaux souterraines, mais il était parfaitement droit et scellé. Une branche inconnue de catacombes, mais elle était 2 fois plus profonde que toutes les connues. Ou autre chose. Le problème était que le tunnel n'avait pas d'entrée. Le géoradar a suivi son parcours d'un bout à l'autre. Il ne se connectait à aucune des tombes connues. Il était hermétique, isolé, comme si quelqu'un l'avait creusé sous terre et avait effacé toutes les traces. La décision a été prise de forer. Un petit trou de forage soigné vertical. Et là est apparu le premier problème insoluble. La mèche capable de broyer le calcaire et le granit a rencontré un matériau qu'elle ne pouvait pas traverser. À une profondeur de 39,5 mètres, la couronne diamantée capable de couper de l'acier hurlait et surchauffait. Les capteurs montraient qu'elle ne forait pas, mais glissait. Elle a été popolie. Après 2 heures d'essai, elle a été remontée. La couronne d'une valeur de 50 000 $ était détruite. Elle était lisse comme du verre. Les échantillons, ou plutôt les fragments microscopiques, ont choqué les géologues. Ils ont été immédiatement envoyés dans un laboratoire en Suisse. Ce n'était pas du calcaire, ce n'était pas du granit, c'était de la pierre fondue et solidifiée. Les murs du tunnel, à 40 mètres de profondeur, étaient recouverts d'une couche de matériaux vitreuses semblable à de l'obsidienne, mais avec la composition chimique du grès local. Ce phénomène s'appelle vitrification. La vitrification. Elle nécessite des températures supérieures à 1200 voire 1500 degrés Celsius. Une telle température peut être produite par un coup de foudre, laissant une trace de fulgurite, mais la fulgurite est une structure chaotique et ramifiée. Ici, il y avait un tube parfaitement lisse d'une épaisseur de quelques centimètres. Ce n'était pas un coup de foudre, c'était une application ciblée de technologie. Une technologie que l'Égypte ancienne n'avait tout simplement pas, qui pouvait créer du verre à l'intérieur de la roche, pas seulement créer, qui pouvait fondre un tunnel parfaitement droit dans du calcaire solide. Et pourquoi les ingénieurs ont changé de tactique? Ils ont pris non pas une mèche mais un brûleur plasma haute température. Lentement, centimètre par centimètre, ils ont percé cette couche impossible. Cela a pris 3 jours. Enfin, une percée. Un trou de seulement 5 centimètres de diamètre. Un sonde a été immédiatement introduite. Une caméra à fibre optique avec sa propre source de lumière protégée par du verre saphir. Ce que les opérateurs ont vu sur l'écran les a fait oublier de respirer. La caméra est entrée dans une obscurité veloutée absolue. La lumière du projecteur a frappé le mur et s'est réfléchie. Les murs n'étaient pas simplement lisses, ils étaient miroités. Du verre noir ondulé s'enfonçant dans l'obscurité, comme s'il se trouvait à l'intérieur d'une gigantesque artère brûlée dans le corps de la planète. Aucune trace de ciseaux, aucune trace d'outils. Juste cette lisse et terrifiante chaleur. La caméra a avancé. Analyse atmosphérique. Des échantillons ont été prélevés. Et c'est ici que le véritable choc a commencé. L'air était stérile, presque sans poussière. Pas de microbes, pas de spores. La concentration en oxygène inférieure à 1%. Mais il était lourd. Une concentration écrasante de gaz inerte. 98% d'argon avec des traces de radon et de xénon. Ce n'était pas un gaz naturel, c'était une atmosphère, artificielle. Comme si cet environnement avait été créé spécifiquement pour conserver quelque chose. Mais quoi l'argon ne réagit pas? C'est un conservateur idéal. Il empêche l'oxydation, la décomposition, la destruction. La sonde a avancé pendant plusieurs heures. Ses petits trous faisaient un bruit doux sur le sol en verre. Elle a parcouru presque 1 kilomètre. Le tunnel allait parfaitement droit, avec une légère pente mathématiquement calculée vers le bas. Et puis il s'est terminé. La caméra a heurté un mur. Mais ce n'était pas un mur, c'était une barrière, un disque parfait en diorite noire complètement obstruant le passage. Diorite, l'une des pierres les plus dures de la planète, plus dure que le granit. Et elle était polie à un éclat miroir. Au centre, il n'y avait ni poignée ni serrure, juste des symboles. Ce n'étaient pas des hiéroglyphes, du moins pas ceux que nous connaissons. Les meilleurs philologues spécialistes des textes archaïques ont été appelés secrètement sur place. Ils regardaient les images de la caméra et n'en croyaient pas leurs yeux. Les symboles étaient incroyablement précis, gravés avec une clarté laser. Ils ressemblaient à des hiéroglyphes anciens, mais aussi à quelque chose de la vallée de l'Indus et à quelque chose que personne n'avait jamais vu. Il y avait des éléments ressemblant à des cunéiformes.
Il y avait des éléments ressemblant à l'écriture linéaire à la langue de la civilisation minoenne qui n'est toujours pas déchiffrée. Ce n'était pas une langue pour décrire des batailles ou louer des dieux. Elle ressemblait davantage à un schéma conceptuel, à une formule mathématique, à un code. C'était le premier véritable choc. Sous le voile où la civilisation égyptienne est née, quelqu'un avait laissé un message dans une langue qui est plus ancienne que cette civilisation, ou du moins qui ne lui appartient pas. C'était un creuset de langues qui ne devait pas se rencontrer. La tâche avait changé. Maintenant, il devait non seulement regarder, il devait entrer. Mais comment forèrent le diorite ? Cela prendrait des mois, voire des années, et cela détruirait le sceau. Le géoradar a de nouveau scanné toute la zone, sachant maintenant quoi chercher. Il cherchait une entrée. Le tunnel était scellé de chaque côté. Il flottait simplement dans la roche. Mais cela n'avait pas de sens, quoiqu'il devait y avoir un chemin. Alors des historiens ont été impliqués. Ils ont commencé non pas à creuser, mais à lire. Ils ont relevé les archives de toutes les fouilles à Saqqara au cours des 100 dernières années. Les rapports de First Lower Ghanem. Ils cherchaient des anomalies, des étrangetés qui avaient alors été attribuées à des particularités rituelles. Et ils ont trouvé. Dans une tombe peu connue de la mastaba de la 5e dynastie longtemps pillée et oubliée, il y avait une étrangeté. Le mur arrière du sarcophage. Dans un rapport des années 30, il avait été noté que le mur résonnait sourdement et était fait d'un autre matériau. Personne n'avait prêté attention à cette note. Les chercheurs y sont revenus. La tombe était vide, couverte de graffitis. Mais le mur arrière, le scan sonore a montré un vide. Derrière lui. C'était un faux mur, une imitation parfaite. Lorsqu'il a été ouvert, il n'y avait pas de trésor derrière lui. Il y avait un couloir grossièrement taillé, et il menait vers le bas, vers ce même disque en diorite. Le sceau. Il était là caché à la vue de tous. 4500 ans. Voici comment ils sont entrés. Mais le disque était intact. Sur le disque, il n'y avait ni poignée ni serrure. Il était parfaitement ajusté à l'anneau de pierre. Les ingénieurs ont utilisé l'hydraulique de puissants supports. Lentement, millimètre par millimètre, ils ont poussé sur le disque. 10 tonnes. 50. 100. Et soudain, un bruit s'est fait entendre. Un hurlement perçant et long. Ce n'était pas un mécanisme, c'était la pression qui s'égalait. L'air largon, emprisonné depuis des milliers d'années, s'échappait à la liberté. Lorsque le disque a bougé, une odeur a frappé les chercheurs au visage. Une odeur que personne ne pouvait identifier. Ni pourriture, ni décomposition. Une odeur d'ozone comme après un orage. Et de poussière. Mais d'une poussière extraterrestre. Une odeur d'électricité statique et de métal incandescent. Le premier à entrer était un robot explorateur sur chenilles équipé d'un lidar d'un scanner laser. Ces chenilles roulaient sur le sol en verre. L'équipe entièrement protégée par des combinaisons chimiques le suivait. Leurs lampes découpaient l'obscurité qui n'avait pas connu la lumière depuis sa création. Le tunnel était exactement comme l'avait montré la caméra. Sinistre organique, comme s'il avait été brûlé de l'intérieur. Respirer transpirer était difficile, même à travers les filtres. L'air était dense et silencieux, trop silencieux. Le bruit des pas s'éteignait instantanément, absorbé par la géométrie étrange des murs. C'était presque l'effet d'une chambre anéchoïque. Psychologiquement, c'était insupportable. Il descendait et le tunnel s'élargissait. Le lidar du robot a commencé à dessiner l'espace. Le tunnel les a conduits dans une gigantesque grotte, mais elle n'était pas naturelle. Son plafond se perdait dans l'obscurité à environ 30 mètres de hauteur. L'architecture était impossible. Ce n'était pas une salle. C'était une sphère géodésique sous terre, et cette sphère était remplie. Ce n'était pas une tombe. Ce n'était pas un temple. C'était un entrepôt, ou un mausolée. Devant eux, s'enfonçant dans l'obscurité en rangées régulières, ils se tenaient là. D'énormes cylindres monolithiques en basalte noir, chacun de la hauteur d'un immeuble de 2 étages, parfaitement polis, froids au toucher, bien plus froids que la roche environnante. Ils étaient plus d'une centaine, des colonnes se tenant dans un silence éternel. Et ils n'étaient pas disposés en grille, ils étaient disposés en spirale, comme les bras d'une galaxie. Et sur chaque cylindre, cette même langue impossible, des symboles microscopiques recouvrant leur surface comme un tapis. C'était une bibliothèque. L'équipe était abasourdie. L'échelle, c'était inhumain. Cela rappelait le Sérapéum, les mêmes sarcophages impossibles. Mais il n'y avait pas de taureau ici. Il n'y avait pas de Dieu. Il y avait de l'information. Mais le choc principal les attendait au fond de la salle. Un des cylindres était endommagé.
peut-être par un ancien tremblement de terre, ou il était hors d'usage. Il était couché sur le côté et son couvercle en basalte était déplacé. La fissure était étrange, pas comme celle d'une pierre mais comme celle d'un cristal. Il n'était pas vide. Les chercheurs se sont approchés. À l'intérieur, il n'y avait pas de momie. Pas d'or. Une liquide ressemblant à de l'huile. Elle ne s'était pas évaporée au cours des milliers d'années à montrer l'analyse. Ce n'était pas du pétrole. C'était un complexe diélectrique de refroidissement. Un liquide qui ne conduit pas l'électricité mais dissipe parfaitement la chaleur. Et dans ce liquide flottait quelque chose. C'était une structure tridimensionnelle complexe. Une grille métallique ressemblant à un entrelacement de neurones ou de racines. Elle était faite d'un alliage inconnu qui ne se corrode pas. Elle était chaude. Le cylindre lui-même était glacé tandis que la grille à l'intérieur était chaude. Et au nœud de cette grille étaient fixés des milliers, des dizaines de milliers, de petits cristaux parfaitement taillés. Ils ne ressemblaient pas à du quartz, ils étaient se sentaient plus sombres. L'un des ingénieurs enfreignant le protocole a éclairé la grille, non pas avec une lampe de poche. Il a utilisé un télémètre laser pour mesurer le volume. Le point rouge du laser y a touché l'un des cristaux et la salle s'est illuminée. Pas avec une lampe. Le cristal a absorbé le faisceau laser, puis il a éclaté de l'intérieur, émettant une lumière bleue vive. Et immédiatement, comme une réaction en chaîne, le cristal voisin s'est enflammé. Puis le suivant. La lumière a couru le long de la grille métallique. Au bout de 10 secondes, toute la salle était inondée d'une lumière bleue uniforme douce et pulsante. Les cristaux se sont éveillés. C'était un archive. Mais pas sur papyrus, pas sur de l'argile. C'était un archive enregistré dans la lumière, utilisant la structure cristalline pour stocker des données. Un stockage holographique tridimensionnel. Une technologie dont nous commençons à peine à rêver. Un disque dur vieux de 5, 10 ou peut-être 50 000 ans. Les physiciens qui ont été rapidement transportés sur place étaient horrifiés. Ils ne pouvaient pas comprendre le principe. Chaque cristal contenait des univers entiers de données, une densité d'enregistrement incroyable. Et cette grille, elle n'était pas simplement une étagère. Elle était un processeur. Elle les reliait tous ensemble. Ce n'était pas un archive, c'était un ordinateur. Et à ce moment-là, l'équipement l'a capté. Le technicien responsable de l'enregistrement sonore a arraché ses écouteurs. Son visage était pâle. Vous entendez ça? Personne n'entendait rien. Il régnait dans la salle un silence absolu seulement interrompu par la pulsation de la lumière. Mais les appareils devenaient des fous. D'au fond de la salle, des cylindres eux-mêmes émettaient un son, une fréquence incroyablement basse, un infrason. Il était en dessous du seuil de l'audition humaine, mais il était là. On pouvait le sentir. Une vibration dans la poitrine, une pression sur les yeux. Les appareils ont enregistré une fréquence de 1,39 Hz. C'est une fréquence terrifiante. C'est la fréquence de résonance du globe oculaire humain. À une puissance suffisante, elle peut provoquer des hallucinations visuelles chez les gens, leur faire voir des fantômes. Et ce son n'était pas chaotique. C'était un signal, une séquence complexe et répétitive, comme un phare, comme un battement de cœur. Les machines restées ici dans l'obscurité pendant des millénaires n'étaient pas mortes. Elles dormaient en tente. Et nous venons d'appuyer sur le bouton « Marche ». Et ce n'est pas tout. Alors qu'il se tenait là stupéfait, le technicien a de nouveau crié. Un signal, il a changé. Au moment même où la lumière s'est allumée, le battement de cœur s'est arrêté et la transmission a commencé. Un paquet de données incroyablement complexe, ressemblant à un code mathématique. Quelque chose qui n'était pas destiné aux oreilles, c'était une transmission. Et elle venait de partout. Voilà ce qui a choqué les scientifiques. Pas de l'or, pas de magie, mais une technologie froide et indéniable. Une technologie qui ne s'inscrit dans aucune de nos théories. Les Égyptiens n'avaient pas d'outils pour traiter le basalte avec une telle précision. Ils n'avaient pas de connaissances sur la vitrification. Ils n'avaient pas de compréhension de la cristallographie pour stocker des données. Et ils n'avaient pas ce langage. Alors qui? La réponse pourrait résider dans le créateur même de Saqqara, Imhotep, une personnalité légendaire. Il n'était pas seulement un architecte, il était grand prêtre, médecin, ingénieur, astronome. Il a construit la première pyramide. Mais que se passerait-il s'il ne l'avait pas inventée? Que se passerait-il si Imhotep avait trouvé ce tunnel? Que se passerait-il si toute sa sagesse, ses connaissances divines provenaient de là?
Que se passerait-il s'il était le premier opérateur de ce système? Que se passerait-il si la pyramide à degrés avait été construite non pas comme une tombe pour Djoser, mais comme un marqueur géant, comme un verrou, comme un moyen de sceller cet endroit, de l'ouvrir ou pas? Que se passerait-il si la pyramide était une antenne? Que se passerait-il si ces soi-disant puits de ventilation étaient des guides d'ondes? Que se passerait-il si l'ensemble du complexe de Saqqara était une interface géante construite autour d'une source d'énergie et de connaissances que les anciens Égyptiens ne comprenaient pas? Pas mais essayer d'utiliser, cela change tout. L'histoire peut recommencer. Bien avant les pharaons, bien avant les Sumériens, il y avait une civilisation. Appelons-la Génération Zéro. Une civilisation ayant atteint des sommets incroyables dans des technologies basées non sur l'électricité et l'acier, mais sur le son, la géologie et la physique des cristaux. Ils ont créé cette archive. Ils ont enregistré quoi? Leur histoire, leurs connaissances scientifiques, des avertissements. Et où ont-ils disparu? Pourquoi ont-ils laissé cela ici, au cœur même de la roche? Aujourd'hui, la zone autour de Saqqara est complètement fermée. C'est un site militaire. La déclaration officielle parle d'un risque d'effondrement et de la nécessité de conservation. Mais des fuites ont déjà commencé. Des satellites espions détectent une anomalie thermique au-dessus de Saqqara. Quelque chose se réchauffe à 40 mètres de profondeur. Des photographies d'un tunnel de verre, analyse du langage du code et un enregistrement audio. Ce même signal infrasonore. Des stations sismiques à travers le monde ont commencé à le capter. D'abord faible, puis de plus en plus fort. Cette chose émet. Et quelqu'un peut écouter. Des experts du monde entier tentent de déchiffrer ce signal. Il est complexe. Il contient des motifs mathématiques s'il y a quelque chose qui ressemble à des données astronomiques. Les positions des étoiles. Mais pas comme nous les voyons, mais comme elles apparaissaient il y a 12 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire. Mais surtout, il ne se contente pas de se répéter. Il évolue. Depuis que le tunnel a été ouvert, le signal a commencé à évoluer. Comme si le système se chargeait. Comme s'il répondait. Nous avons cherché les tombes de rois morts, et nous avons trouvé un mécanisme fonctionnel. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans ces cristaux. Nous ne savons pas qui les a laissés. Nous ne savons pas pourquoi ils les ont cachés. Et nous ne savons pas ce que nous avons fait en ouvrant cette porte. Une chose est claire. Nous ne sommes pas les premiers. Nous ne sommes même pas les deuxièmes. Nous sommes simplement les suivants. Que pensez-vous qui est enregistré dans cette bibliothèque cristalline l'histoire d'un monde perdu, une technologie capable de nous sauver, ou un manuel d'utilisation de ce que nous venons de réveiller? Écrivez vos versions dans les commentaires, parce que la science officielle se tait. Un immense merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'à la fin. Votre soutien, un like et un abonnement sont très importants pour nous.